Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 16 août 2024. Dans une des séquences de votre matinale ce vendredi, on aborde une thématique qui continue d'inquiéter l'opinion publique et suscite psychose, tristesse et désolation. Il s'agit du suicide devenu presque monnaie courante avec les nombreux cas enregistrés ça et là dans les différentes localités du pays. Aujourd'hui, on focalise les attentions sur les causes occulte du suicide. C'est le métaphysicien Amoussa Raimi qui nous éclaire. Il estime qu'il y a des suicides provoqués et des suicides potentiels en liaison avec certains types de karma. On va suivre tout à l'heure le développement d'Amoussa Raimi sur ce sujet qui ne laisse pratiquement personne indifférent. Et puis dans notre alala de tous les vendredis, l'instant que vous attendez sans doute avec frilosité, le forum de discussion bien entendu. On parle de nos épouses à la maison avec un accent particulier sur ce que d'aucuns appellent souvent une bonne épouse. La question principale ce matin, c'est de savoir ce que c'est qu'une bonne épouse. Qui appelle-t-on ou qui qualifie-t-on de bonne épouse? Quelles sont les conditions ou critères établis pour désigner X ou Y de bonne épouse? C'est la trame de nos discussions de ce jour, discussion que nous ferons tout à l'heure avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, d'entrée, on va s'informer avec le service de la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce serait avec vous, Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Ahab et bien bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est donc avec vous. On jette un coup d'œil à l'écran pour voir ces images qui nous viennent, je dirais, de l'état-major général des forces armées béninoises. C'est bien entendu la cérémonie de remise de dons de matériel à l'état-major général des forces armées béninoises. Le geste vient des États-Unis d'Amérique et vise à soutenir le Bénin dans sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme. On parlera également de l'atelier de dissémination des résultats de recherche et action sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Cet atelier organisé dans le cadre du programme d'appui au secteur du développement rural. La rencontre a permis de renforcer les capacités des producteurs venus de plusieurs communes du Bénin. Allez, on développe tout ceci dans un instant. Bonjour à tous. Encore un don de matériel au profit de l'armée béninoise. Les États-Unis multiplient leurs actions de soutien pour la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Les équipements de protection individuelle et autres éléments composant le lot de dons s'élèvent à près de 900 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de l'ambassadeur américain en poste à Cotonou. Suivons. 1300 ensembles d'équipements de protection individuelle, des plaques balistiques et une veste de portage composent le don des États-Unis aux forces armées béninoises. Un énième lot de matériel et équipements offert par l'État américain pour l'efficacité au front terroriste dans le nord Bénin. Les États-Unis investissent également dans la formation militaire à travers nos cours de formation aux compétences fondamentales et nos programmes de sécurisation des frontières, BORSEC. Ces programmes, en conjonction avec les propres efforts des forces armées béninoises, visent à garantir que chaque soldat béninois soutenant l'opération Mirador dispose des compétences et de l'équipement nécessaire pour réussir et être efficace. Et le don que nous faisons aujourd'hui soutiendra ces efforts continus. La constance de ce geste n'altère en rien la reconnaissance aux donateurs restés grande au sommet du commandement militaire béninois. L'utilité combien évidente de cet appui fait réitérer les mots de gratitude. Ce pays s'est engagé à nos côtés dans la formation de nos personnels, dans la cession d'équipements, mais également ils ont fait du lobbying à notre profit pour diverses raisons. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis.
les États-Unis sont pour nous des amis, je dirais même plus, un pays frère. Je vous remercie pour l'initiative que vous avez prise afin que ces équipements nous parviennent. Vous avez pris de nombreuses autres initiatives et je voudrais vous rendre hommage. En dehors de ce don, la coopération militaire entre les deux pays est au beau fixe. En témoigne l'investissement cette année d'un montant de plus de 300 millions de francs CFA dans des programmes de formation de militaires béninois aux États-Unis. On relève aussi la visite au Bénin du commandant du commandement américain pour l'Afrique, convaincu que la lutte contre le terrorisme va bien au-delà de la formation et de l'équipement. L'État américain est également décidé à lever les autres rouleaux d'étranglement pour endiguer ce phénomène. Les États-Unis s'engagent également à s'attaquer aux causes de l'extrémisme violent en soutenant des programmes et des opportunités économiques qui fourniront les emplois et renforceront la résistance au recrutement des extrémistes. J'apprends que vous êtes bientôt en fin de mission. Si mon gris pouvait marcher, je vous retiendrai au Bénin pour un long moment encore. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Le coût des équipements s'élève à 840 millions de francs CFA. La Ligue béninoise des droits des femmes a fait mercredi dernier un plaidoyer national pour l'institutionnalisation et la systématisation des collectes de données sur les violences sexuelles et sexistes. L'objectif de ce plaidoyer est la vulgarisation du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, SIDOFE-NG. Il s'agit également de renforcer l'appui de l'OFE dans la collecte de données. Reportage. Séance d'échange et de partage d'expériences autour de la vulgarisation du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, SIDOFE-NG. L'événement réunit dans cette salle les membres du réseau des structures de protection, des enfants en situation difficile et plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile appelées à s'approprier ce dispositif de collecte de données sur l'action sociale. Et il s'agira également pour cette rencontre de renforcer l'appui de l'OFE dans la collecte des données sur les violences sexuelles et sexistes, tant sur les violences basées sur le genre, de manière à ce que ce dispositif puisse nous fournir périodiquement des statistiques actualisées sur ces violences dans notre pays. Les organisations de la société civile jouent un rôle important, constituent un maillon important dans la chaîne de protection et de prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables en général. Ça veut dire que les OSC constituent une source essentielle d'informations qui devrait permettre au SIDOFE d'assurer la complétude des données. Dans le cadre de la vulgarisation du système, les différents acteurs ici réunis ont eu droit à une présentation détaillée du logiciel et du schéma d'interopérabilité des acteurs de la chaîne de collecte de données sur l'action sociale. Ils ont principalement été entretenus sur les mécanismes, les indicateurs, les outils et le dispositif de collecte et de remontée de données du SIDOFE. Je crois que nos échanges ont permis de faire ressortir également quelques défis que nous aurons à relever ensemble. Mais les échanges nous ont également permis de constater que vous êtes très engagés. Vous êtes engagés dans ce processus qui permettra à terme à notre pays de pouvoir fournir des données. Nous avons réellement besoin d'avoir un système de collecte de données quantitatives et qualitatives. Et ça ne peut pas se faire sans vous, parce que vous êtes des acteurs de cette lutte. Après plusieurs heures d'échanges, la Ligue béninoise des droits des femmes, en collaboration avec l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, a réussi à édifier les différentes parties prenantes sur leur rôle dans la fiabilité et la complétude des données de l'action sociale. Les organisations de la société civile souhaitent un élargissement de la plateforme au regard des défis liés à la digitalisation du processus de collecte des données de l'action sociale au Bénin. Et pendant ce temps, à Parakou, les producteurs et responsables d'associations de maraîchers venus de plusieurs communes productrices de l'oignon et de la pomme de terre
ont reçu de nouvelles notions de conservation et de stockage de ces produits de grande consommation. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours, une initiative du programme d'appui au secteur du développement rural Pasteur 3. Epiphane Tchabi et Socrate à Dantordé pour les précisions. Ils sont essentiellement des producteurs, responsables d'associations de maraîchers, enseignants en agronomie et autres spécialistes, réunis dans cette salle pour échanger sur les résultats des recherches sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. À travers cet atelier, le programme d'appui au secteur du développement rural 3 veut ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des populations en assurant la sécurité alimentaire et la disponibilité permanente de ces produits périssables. S'appuyant sur les expériences passées, j'avoue que c'est depuis le début des années 90 que la préoccupation de mieux conserver l'oignon et la pomme de terre a été une action de recherche, mais une action aussi de recherche impulsée par les paysans pour ne pas voir leurs efforts pénalisés après plusieurs mois d'efforts. Cet atelier représente donc une étape cruciale dans notre démarche voulue par la coopération suisse, mais davantage ancré dans le principe d'action du consortium Suisse Contact. C'est ici, donc, que nous allons discuter, échanger, surtout, planifier la manière dont ces résultats peuvent être mis à l'échelle à partir de tout ce que vous avez fait, à partir des éléments nouveaux que vous avez apportés pour que la conservation et le stockage de l'oignon et de la pomme de terre puisse se prolonger dans le temps tout en conservant la qualité des produits. L'adoption généralisée de cette technique de conservation ne pourra se faire qu'avec votre soutien, donc, votre expertise et votre engagement. Au terme de cette rencontre de renforcement de capacité et de partage d'informations, il est attendu des participants une compréhension plus approfondie des nouvelles techniques de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Il est aussi prévu l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre à l'échelle des techniques de conservation de ces produits. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité totale et entière de la fêtière à la vulgarisation des dites techniques de conservation. Le PASDER 3 est un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Suisse Contact l'ARES. Cet atelier de dissémination est prévu pour durer 2 jours. Avant de mettre un terme à ce bulletin, je vous emmène visiter l'hôtel Dana qui a ouvert ses portes à Boycon. L'espace vient d'être inauguré au grand bonheur du promoteur et ses proches. Un cadre de rencontre ainsi qu'un espace convivial pour le développement, pour le divertissement, j'allais dire. On fait le point avec Imet Hélène à Monceau. Le joyau vient garnir le paysage hôtelier de la ville Carrefour. Conçu avec élégance, il propose aux usagers un cadre reposant et attrayant pour un court séjour ou divertissement, séances de travail ou manifestations diverses. La cérémonie d'inauguration a réuni autour du promoteur Daniel Aglo. Proches et amis et autorités diverses pris d'admiration. Ça fait plaisir de prendre la parole en premier pour remercier l'Éternel des armées qui a permis à la réalisation de ce joyau qui servira désormais d'un lieu de détente et de paisible reposoir, hôtel Dana. Elle est composée de 52 chambres climatisées, 2 salles de réunion, respectivement de 300 personnes et 200 personnes. Une salle à manger, d'une salle de réception hors pair. J'invite les uns et les autres à y fréquenter et orienter vos amis et proches à cet hôtel qui est l'un des plus grands de Boycon. Ce joyau vient combler une attente, puisque sur l'espace d'Abamana, bien vrai, il y a des hôtels, mais cet hôtel qui vient de naître vient augmenter la gamme des hôtels existants. Et ça donne de la notoriété davantage à mon arrondissement. Riche de ses 52 chambres climatisées et ventilées, de salles de conférences, de restaurants et autres, l'hôtel Dana est situé en bordure de route sur la sortie nord de la ville de Boycon.
De par son standing, ses services et le professionnalisme vanté de son personnel, Hôtel Dana ambitionne se positionner parmi les meilleurs de la place. Investi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration constitue pour Daniel Aglo l'accompagnement pour la promotion du tourisme et la création d'emplois pour la couche juvénile. Aglo Daniel vient de montrer qu'il est un digne fils de Boycon et que l'évolution de Boycon le préoccupe. Ce qui a servi à l'installation de ce joyau pouvait servir à autre chose. Mais il a dit qu'il emboîte le pas au premier magistrat du pays dont le souci est la création d'emplois. Il a rehaussé le monde des transporteurs. Je voudrais dire merci à Dieu, merci aux mains de nos ancêtres. Et vous savez, tout est grâce. Et la grâce, quand on l'obtient, il faut l'entretenir. Et nous allons l'entretenir par nos visites, par les réunions, les petites réunions dans les salles de conférence ici. Après la cérémonie de coupure de ruban, la visite des lieux, la séance de bénédiction, la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Dana s'est prolongée tard dans la nuit. Un dîner a été offert aux invités et a clôturé les manifestations. Les convives sont repartis satisfaits avec la promesse de revenir sur leur pas et multiplier la fréquentation des lieux. Voilà, ce sera tout pour cette session d'information. Retrouvez juste après moi la page sport avec Candide Ventor. C'était le bulletin Wahab. Merci à vous, Ingrid Day, pour cette livraison des informations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour poursuivre les exercices. Allez, tout à l'heure, nous allons évoquer, je dirais, les causes occultes du suicide, une thématique, je dois dire, qui préoccupe l'opinion publique en raison des nombreux cas de suicide enregistrés ça et là dans diverses localités du pays. C'est Amoussa Raimi qui nous propose son développement. Il est métaphysicien. On le retrouve juste après la page sport de Candide Hueto. Candide, bonjour. Bonjour. L'espoir, c'est avec vous. On évoque plusieurs disciplines ce matin, mais on va commencer par le sport roi et on prend la direction de l'Europe. On apprend donc que le Real Madrid est vainqueur de la Super Coupe d'Europe 2024. Évidemment, sans grande surprise, les hommes de la Maison Blanche se sont offert leur premier trophée de la saison 2024-2025, opposé à leurs homologues de l'Atlanta Bergame mercredi pour le Graal de la Super Coupe d'Europe 2024. Ils n'ont rien fait que de s'offrir le trophée. Ceci avec un score de 2-0. Des réalisations signées Federico Valverde à la 58e minute de jeu et Kylian Mbappé, le nouvel recrue du club à la 68e minute de jeu. Le Real Madrid remporte ainsi sa 6e Super Coupe d'Europe et devient l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Quand on parle de Kylian Mbappé, la nouvelle recrue du club qui signait là dans cette finale sa toute première titularisation pour son premier match officiel avec le champion européen. Il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, notamment le but du break inscrit à la 68e minute de jeu. On retient que c'est son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs et il a inscrit son premier but et soulevé son tout premier trophée. On s'intéresse maintenant à Luka Modric qui, en soulevant cette 6e Super Coupe d'Europe, devient désormais le joueur le plus titré du Real Madrid avec un total de 27 trophées soulevés sous les couleurs merengue. Et parlant de record, Carlo Ancelotti aussi en a établi avec cette Super Coupe d'Europe qu'il a soulevée à la tête du Real Madrid. Il devient l'entraîneur le plus titré du Real Madrid avec un total de 14 trophées remportés. Par ailleurs, il devient l'entraîneur ayant remporté le plus de Super Coupes d'Europe avec 5 Graals à son actif. Alors, Candide, on reste sur le continent européen pour parler de cette fin d'aventure pour les deux joueurs béninois engagés en UEFA Champions League saison 2024-2025 avec leurs clubs respectifs. Les deux Guépards ne verront pas la phase finale, malheureusement. Évidemment, une phase finale de cette prestigieuse compétition européenne dans la saison 2024-2025 sera sans aucun représentant
sinon sans aucun joueur béninois engagé avec son club. David Kiki et Olivier Verdon, qui étaient en course avec leurs clubs respectifs pour composter le billet pour cette étape de la compétition, se sont fait recaler aux portes, sinon au troisième tour préliminaire mardi dernier. Après un match nul 1-1 au match aller du troisième tour préliminaire à la Ligue des champions de l'UEFA, le latéral gauche béninois David Kiki et le FS Bucarest se sont fait éliminer avec leur défaite 2-3 au match retour face au Sparta Prague. Pour cette explication, le défenseur béninois a regardé l'intégralité de la rencontre depuis son banc de touche. Avec un score cumulé de 3-4 à l'issue de la double confrontation, le champion de la Roumanie et son Guépa ne verront donc pas la phase des groupes. Son coéquipier en équipe nationale, Olivier Verdon et Ludo Goret, ont enregistré une élimination qu'ils ne vont pas oublier de sitôt. Après leur victoire à l'extérieur 2-1 au cours de la manche aller, le défenseur central béninois et le champion de la Bulgarie ont été étrillés par un score de 7-2 à l'occasion du match retour à domicile. C'était face à leurs homologues de Karabakh, ainsi sur un score cumulé de 4-8 à l'issue de la double confrontation. Pour cette manche retour, Olivier Verdon a disputé l'intégralité de la rencontre et donc fin de parcours pour les deux Guépas engagés en UEFA Champions League saison 2024-2025 avec leurs clubs respectifs. Candide, on revient sur le continent et donc dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire à la Ligue africaine des champions saison 2024-2025, le champion du Bénin a pris départ de Cotonou. C'était hier jeudi. Oui, Coton Football Club est en terre malienne depuis quelques heures où il affrontera l'AS Douanes du Burkina Faso dans le cadre de la manche aller de cette campagne continentale réservée au club vainqueur des championnats des différents pays du continent. Le représentant béninois a pris départ de la capitale économique dans la matinée de ce jeudi, mais ceci sans son entraîneur principal et son préparateur physique. Ceci en raison de l'interdiction de séjour en terre malienne de tous les ressortissants français par l'État malien. Tous deux de nationalité française, ils ne sont donc pas dans la délégation qui séjourne à Bamako depuis quelques heures. Selon les informations relayées par le club via ses canaux digitaux, les tentatives des dirigeants de Coton FC et des autorités béninoises pour obtenir une dérogation en leur faveur ont été vaines. Et donc, ce samedi 17 août 2024, à l'occasion du match aller contre le club champion du Burkina Faso, le triple champion du Bénin en titre sera conduit par son entraîneur adjoint Hubert Renfort, qui est sur votre écran à votre droite. Après la manche aller de ce premier tour préliminaire à la Ligue africaine des champions, les deux clubs vont se retrouver à Cotonou le 25 août 2024 pour l'acte retour. Ça sera au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Par ailleurs, l'autre club béninois qui est engagé pour les interclubs de la CAF cette saison est bien entendu Dadji FC, qui va faire son entrée en liste demain samedi 17 août. Ceci dans le cadre de la manche aller du premier tour préliminaire à la Coupe CAF saison 2024-2025. Le club vice-champion du Bénin affronte en déplacement au stade Remo Stade de Iken en terre nigériane son homologue nigérian El Kameni Warrior ayant pris départ de Cotonou dans la journée du mercredi. Le club d'Aplaro est déjà sur le sol nigérian depuis quelques heures pour s'acclimater avant cette explication. Une rencontre qui sera le baptême du feu de Dadier en compétition continentale. Allez, on va parler maintenant des dames, n'est-ce pas, candidat? Et puis le tournoi UFOA B qualificatif à la phase finale de la 4e édition de la Ligue africaine des champions féminines se poursuit à Bouaké. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, donc, marque la 3e journée de la compétition. Et oui, une seule affiche à suivre cet après-midi, c'est celle du groupe A, qui oppose l'équipe de l'AS Cosa du Togo à celle d'Inter-FC de la Côte d'Ivoire, toutes deux battues par l'équipe d'Ainonvi FC du Bénin à leur entrée en compétition. Le match est prévu pour 16h au stade de la Paix de Bouaké. Demain samedi, deux affiches sont programmées dans le groupe B à 16h. L'AS Garde nationale du Niger, qui compte une défaite et une victoire pour ses deux premières sorties, va en découdre avec Asaka Ladies du Ghana, qui a enregistré un nul et une défaite pour ses deux premières sortie. Au même moment, Edo Queens du Nigeria, qui totalise 2 victoires en autant de sorties, sera face à Academy Omnisport Étincelle
du Burkina Faso qui compte une victoire et un nul après 2 sorties. Même bien avant ces différents matchs, il faut dire que le club représentant du Bénin est le premier à obtenir son billet pour l'étape des demi-finales. Logé dans le groupe A, groupe à 3 équipes, Aïnovi FC du Bénin a enregistré 2 victoires pour ces 2 sorties pour se hisser au tour suivant de la compétition. Mais à l'heure actuelle, quel bilan d'étape fait le staff technique après son premier tour achevé et à quoi s'attendre pour la suite de la compétition? Élément de réponse avec l'entraîneur principal du club de Porto Novo, Toybat Kifouli. Et nos 2 matchs, comme vous le savez déjà, ont été soldés par 2 victoires. 2 victoires qui nous réjouissent et parce que c'est les 3 points qui comptent. Mais tout n'a pas été rose. Tout n'a pas été rose. Il y a eu d'autres choses n'ont pas marché et surtout au niveau de notre attaque, de notre ligne d'attaque, nos attaquantes n'ont pas été aussi adroites et réalistes comme on l'aurait souhaité. Elles se procurent les occasions mais ne les concrétisent pas comme ça se doit. Alors, ce qui n'a pas marché également, c'est au niveau de nos remplacements. Parce qu'on a constaté que ce soit au premier match comme au second match, que nos remplacements n'ont pas été de taille et n'ont pas apporté les solutions que nous avons voulu. Et du coup, le jeu change et pèse sur la défense qui, à un moment donné, finit par craquer et on concède 2 buts. Nous avons repris avec les séances d'entraînement afin de corriger ce qui n'a pas marché, surtout de la ligne défensive en milieu de terrain, en milieu défensif surtout, où après les remplacements, il n'y a souvent pas d'entente, le marquage flotte. Nous allons travailler, nous allons commencer à travailler et voir celles qui seront plus en vue, celles qui seront plus en jambes pour apporter ce nouveau souffle à l'équipe à un moment donné du match. Et les attaquantes aussi ont été mis au travail devant les buts afin d'être plus adroites, afin surtout d'opérer des choix judicieux. Là où il faut frapper, il faut tirer au but, il faut tirer. Et là où il faut faire un centre pour permettre à sa partenaire de marquer de but, on l'a fait et on le fera encore. Nous comptons aller plus loin, le plus loin possible dans la compétition en battant pourquoi pas l'équipe que nous aurons à jouer en demi-finale. Voilà, il faut souligner que c'est après les 2 matchs du groupe B prévus pour la journée de ce samedi que les champions du Bénin seront leur adversaire en demi-finale. Pour l'instant, les entraînements se poursuivent du côté de Bouaké pour corriger les imperfections. On va changer de registre maintenant pour s'intéresser aux plus jeunes. La Fédération béninoise de football démarre ce vendredi 16 août 2024 une campagne de détection des jeunes talents pour accéder à l'Académie nationale de Misrete. Elle se fera dans 15 différentes villes et va s'étendre sur 12 jours et ce jusqu'au 27 août 2024. La détection est ouverte uniquement aux joueurs ou aux jeunes talents nés en 2012 et en 2013. Elle s'ouvre ce jour par l'étape de Kétou et va se dérouler au stade omnisport de la municipalité. Après l'étape de Kétou, suivra celle de Ndali demain samedi 17 août 2024 et Niki le dimanche 18 août. Kandi va accueillir cette campagne le 19, Natitengou le 20 en matinée et Djougou dans l'après-midi. La ville de Cotonou sera à l'honneur le 22 août 2024. La détection se fera à Savalou et à Abomey le 24 août 2024 respectivement en matinée et dans l'après-midi à Diakotomé et à Komé
le 25 août, respectivement en matinée et dans l'après-midi à Ouida et à Abomey, le 26 août 2024. Et l'étape de Porto Novo viendra boucler cette campagne de détection le 27 août 2024. On va changer de discipline maintenant pour parler handball. L'édition 2024 du championnat national des cadets 2024 s'ouvre également ce vendredi 16 août 2024. Ça sera à Parakou. Elle va se dérouler au centre des activités sportives de la ville. La compétition intervient à l'issue de la première phase de la Ligue Pro de handball saison 2024. Elle va réunir 6 clubs de cadets de moins de 18 ans chez les garçons et 5 clubs de cadettes de moins de 17 ans chez les filles. Pour les clubs qui vont justement prendre part à cette phase finale du championnat national des cadets 2024, bien entendu du handball chez les garçons, nous avons Asso Modèle de Porto Novo, Asso Volcan de Cotonou, ASEC Handball Club de Djougou, Espoir Handball Club de la ville haute du championnat, bien entendu Parakou, Ouragan de Dogbo et Synergie Handball Club de Boycon. Chez les fiches, je vous l'ai dit, ils seront 5 sur la ligne de départ. Il s'agit de l'équipe d'Asso Modèle de Porto Novo, celle d'Asso Volcan de Cotonou, Excuse de Zo, Zungbonou, Étoile de Parakou et Synergie Handball Club de Boycon. Il faut souligner que la compétition va se dérouler du 16 au 20 août 2024. Les différentes équipes en lice vont donc se mesurer durant 5 jours de compétition pour le Graal final. On va finir par une note de volleyball. Le championnat professionnel de la discipline saison 2024 tend progressivement vers sa fin ce week-end. Les différentes équipes finalistes seront connues chez les hommes comme chez les dames. 2 semaines après la manche aller, les demi-finales retour du championnat professionnel de volleyball 2024 retour se joue ce week-end chez les dames. Demain samedi, Vessos, vainqueur au match aller, va en découdre avec Énergie Volleyball Club sur ses propres installations à partir de 14h. Queens Volleyball Club également vainqueur au match aller, va tenter de conforter sa place en finale face à Alada Olympique. Ça sera à 16h sur les installations du campus d'Abomey-Calavi. Chez les hommes, les demi-finales retour se jouent dimanche à 15h. Énergie sera face à Finance au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Pendant ce temps, Alada Olympique va disputer les 7 avec Jiba Omnisport. Ce sera sur les installations de l'Unafrica à Cotonou. C'est tout pour l'espoir de ce matin. Allez, vous avez suffisamment d'énergie, Candide. Allez, sportivement, votre. Mesdames, Messieurs, voici venir la séquence invité culture, n'est-ce pas? Nous allons parler, je dirais, de l'aspect plutôt traditionnel, pour ne pas dire de l'aspect métaphysique du suicide, une thématique qui suscite, j'avais dit, psychose, tristesse et désolation. Nous sommes avec Amoussa Raimi juste après ceci. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour à toi, mon frère. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Allez, on se propose ce matin de parler, de la métaphysique du suicide. On va évoquer bien d'autres aspects entre l'envoûtement, le beau, la sorcellerie et les karmas. Donc, cela nous amène à évoquer les causes occultes. Les causes occultes du suicide. Quand vous avez appris, n'est-ce pas, ces nombreux cas qu'on a enregistrés ces derniers temps-ci concernant le suicide, qu'est-ce que cela vous a fait exactement? Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Je ne vous ai pas présenté parce que bon, tout le monde vous connaît. Merci. Votre question m'amène d'abord à honorer, à faire ce que nous appelons le Avalou. Au premier des Béninois, Patrice Athanas Guillaume Talon. Pour avoir reconsidéré et donné de la valeur à nos fêtes traditionnelles. Et remarquez déjà l'impact qu'il y a eu sur la fête d'Assomption hier. Et permettez que je salue mon grand parrain sur l'émission, Malik Komina. C'est ça. Ce que vous m'avez posé comme question, nous ne pouvons pas être des hommes, des sachants, et ces choses arrivées, ne rien faire. C'est pour ça que j'ai appelé le grand frère Malik Komina pour lui demander de parrainer. Et il m'a dit, tu choisis qui? J'ai dit, c'est mon frère et ami Wahab. J'en suis honoré. Donc je vous remercie également. Merci. Et pour vous dire que d'abord, si on doit laisser le côté physique des causes du suicide, nous sommes dans une tradition daomienne et africaine où parfois, ce que nous voyons, ces causes ne sont pas d'ordre naturel. C'est ça. Ça peut être uniquement provoqué. Oui. Comme on dit, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Merci. Parce que
quand vous avez été dans nos traditions, vous vous rendez compte que il y a ce que nous appelons le mauvais œil, par exemple. Il y a des gens qui sont nés avec le mauvais œil. C'est-à-dire, ils ont un sang, excusez-moi, hein, quand ce sang est contre vous et vous les croisez, votre journée est mauvaise. C'est ça. Mais vous avez aussi certains types de beaux gris-gris. Excusez-moi, quand un jaloux pense à vous, il va faire ça. Et vous-même, vous n'êtes pas calibré. C'est-à-dire, on vous envoûte littéralement et vous emmène à commettre. C'est-à-dire, vous êtes téléguidé de loin. Total. Mais c'est la notion d'envoûtement, c'est d'abord la notion de téléguidage. C'est ça. Et de prise de possession de votre volonté. On vous assujettit. Au-delà de ça, on parle également de la sorcellerie. Oui. Je vous en prie, mes frères et sœurs, ce sont des réalités. La sorcellerie, ce n'est pas forcément dans le plan physique que ça s'opère. Il se peut que c'est dans le plan onirique, c'est-à-dire dans le monde des rêves. Oui. Vous avez parfois de ces moments où vous rêvez, comme on dit, comme je vous vois, et ce sont des rêves drastiques et bizarrement qui peuvent se répéter plusieurs fois dans la même nuit. Donc, on vous programme à une psychose d'autodestruction. C'est ça. Si très tôt, vous n'en parlez pas à vos parents ou à des sachants, je vous en prie, on vous amène dans une situation de dépression. C'est ça. Où petit à petit, vous perdez votre volonté. Vous perdez le goût de la vie. Et surtout, si vous n'êtes pas en famille, et c'est pour ça que permettez que nous demandons à chacun de nous d'éviter de vivre seul. C'est ça. Et surtout... Mais on dit qu'on vit seul pour éviter les problèmes. Oui, mais quand... Bon, on peut vivre seul quand ça va. Mais quand nous-mêmes, nous sentons que nous traversons des moments difficiles, forçons-nous à rester avec quand même des amis. D'accord. À nous rapprocher de nos proches qui nous aiment. Parce que parfois... La solitude peut être un peu à la base. Mais c'est pas un peu. Excusez-moi, quand ça ne va pas, vous devez à des gens... Excusez-moi, quelqu'un vous menace, et vous n'avez personne pour mentalement vous soutenir. Puis, maintenant, par rapport au karma, si vous voulez, ce que je veux dire, que les gens vérifient. Quand quelqu'un a le nombre 5 dans sa vie, il faut qu'il se méfie. Le nombre 5 5. C'est-à-dire vous verrez que le nombre 5 en figure, déjà étudié, le saint prophète, pour nous les musulmans, l'étoile a été bloquée par une demi-lune. Pour dire à l'étoile, tu ne regarderas que Dieu et les anges. D'accord. Mais il arrive que l'étoile se retourne et donne la figure du bouc. Et cette figure du bouc, nous l'appelons le karma 5, c'est-à-dire ceux qui sont nés peut-être un 16 aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se méfier des dates 16. D'accord. Parce que c'est des dates potentiellement où l'action des démons domine. Les gens qui sont nés pas dans un 25. Ceux qui ont le millésime 55, c'est-à-dire les 2 derniers nombres à droite de leur année de naissance. Alors, curieusement, pour quelqu'un qui est né un 16, par exemple, ou un 25, comment ce calcul se fait pour qu'on retrouve le nombre 5 qui semble susciter l'inquiétude, comme vous le développez? Déjà, tout nombre qui a 2 chiffres comporte un karma. C'est ça. Donc 16, vous voyez 2, 1 et 6. Vous enlevez le petit du grand. 1 moins 6, ça va donner 5. C'est ça qu'on appelle karma 5. D'accord. Pour le 25, vous enlevez 2. Pour le 27, vous enlevez 2 de 7. D'accord. Ça va rester 5. D'accord. Ça veut dire que, excusez-moi, les jours, ces jours-là, 16 comme aujourd'hui, 27, dès la veille, si vous êtes chrétien, priez. Si vous êtes musulman, priez. Si vous êtes vaudusant, consultez votre phare. D'accord. Parce que potentiellement, chacun de nous est visité par le négatif qu'il a suivi dans la vie. Le négatif qui vient de sa propre famille. Le négatif qui vient du fait que on fait les mêmes choses comme on dit. Vous êtes journaliste. Les premiers jaloux de mon frère Wahab, d'abord parmi les journalistes. C'est la loi de la vie. Quand vous faites un métier, ceux qui potentiellement cherchent à vous éliminer, c'est ceux qui font le même métier. En résumé, c'est dire que les jaloux ne sont pas souvent trop loin. Mais si nous les Yoruba, on dit il est Nikoua. C'est dans la maison que se trouve la mort. Mais souvent, on s'en va chercher trop loin. Oh, c'est souvent. On s'en va chercher à Sokoto ce que nous avons dans notre Chokoto.
vous voyez, la notion de la sorcellerie, c'est d'abord la notion d'alliance et de sang. Le plus puissant des sorcelleries, c'est la sorcellerie de sang. D'accord. C'est-à-dire, moi, par exemple, pour que moi je vous atteigne, ça va être difficile. Je ne peux vous atteindre que par l'alimentation ou peut-être par votre copine. Une femme que je sais que vous aimez. D'accord. Mais celui qui peut vous atteindre le plus puissamment, c'est celui qui partage le même sang avec vous. Il a le même code avec vous. Pour vous dire que la plus puissante des sorcelleries n'est pas loin. C'est d'abord la sorcellerie familiale du sang. Ça veut dire quoi? Nos parents Dahomey avaient des armes, des scarifications qu'aujourd'hui nous ne devons pas négliger. D'accord. Pour recolorer, reconfigurer le sang. Non, on dit que nous sommes dans un monde moderne, hein, les choses ont évolué, comment se promener en ville, je dirais, avec des balafres, par exemple, des scarifications et autres, tout ça. Encore que, bon, on a cette rencontre des religions et autant se dit, mais quand même, ça, c'est pas bienvenu partout. Reconnaissons que chacune des religions, que ce soit l'église, la mosquée, nous ont apporté de belles choses. Parce que vous avez de ces enseignements dans la Bible, comme le Saint-Coran, magnifique. Moi-même qui suis ici, j'ai grandi dans l'église. Qu'on ne me demande pas d'ignorer mon Jésus, ni mon Saint-Prophète Mahomet. Mais qu'on ne me demande pas aussi d'ignorer mes vaudous. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je continue de soutenir le chef de l'État. Et surtout pour les dernières décisions prises par rapport à nos religions endogènes. Pourquoi ceux qui nous appartiennent, nous allons les ignorer, et c'est ceux qui est venu, et qui est venu comment? Après qu'on nous ait bien maltraités, et maintenant c'est ça on adopte. Alors, pour ces 4 aspects que vous avez évoqués, parce qu'on a vu qu'il y a possibilité que le suicide dont nous parlons puisse venir par envoûtement, que ça puisse venir par sorcellerie, que ça puisse venir par le beau, par le karma. Alors, comment identifier, n'est-ce pas, ou détecter que, écoutez, ce suicide, par exemple, vient de ces 4 éléments, par exemple, soit individuellement ou tout combiné? Déjà, on va prendre cas par cas, l'envoûtement. Souvent, c'est quand l'inhabituel s'installe, il faut se méfier. L'inhabituel, c'est-à-dire en termes simples. Vous êtes toujours joyeux. Et puis, brusquement, on ne reconnaît plus notre frère Wahab. Agressif, il va dire, il y a une anomalie. Donc, quand l'inhabituel s'installe chez nos proches, je vous en prie, ne négligeons pas. Posons-nous la question, quelle période traverse, quel problème il a. C'est ça. Parce que, excusez-moi, quand la plupart du temps, l'homme n'a pas de solution par rapport à lui-même, et se rend compte qu'il ne peut compter sur personne, je vous en prie, les idées noires commencent à circuler. D'accord. Et puis, c'est quoi? Il y a ce que nous appelons les possessions. D'accord. Nous croyons que le vide est vide. Non. Il y a de ces endroits, quand vous ne faites pas attention et tout le temps vous partez ou vous passez dans ces endroits, vous pouvez inviter des esprits à vous accompagner, tels que les cimetières, devant les morgues. C'est-à-dire, vous les invitez pas forcément volontairement, c'est ça? Mais supposons que vous avez un boulot, vous passez devant une morgue tous les jours à 1h30, ou devant un cimetière à 1h30. Tous les morts ne sont pas morts dans la paix. C'est ça. C'est pour ça que nos parents Dahomey ont des jours où on apaise les morts par accident. Oui. Ceux qui sont morts brutalement. Comme on dit. D'accord. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Pour quelqu'un qui, par exemple, a sa maison dans les périmètres rapprochés d'une morgue, par exemple, et qui doit rentrer, je ne sais pas, tard la nuit, ce ne serait pas forcément tous les jours, mais qui aura des nuits où il doit passer autour d'une heure ou même 2 heures. Soit il revient d'une fête ou bien il revient du boulot, selon qu'il est médecin, il est militaire, en tout cas, ces activités qui nous font rentrer un peu tard. Et que c'est un passage obligé, il doit prendre par là. Que dire. Et deuxième question, toujours à cela, pour ceux-là qui passent, je ne sais pas, au niveau de la morgue qui est au bord de la voie, au niveau du campus d'Abomey-Calavi qui est au bord de la voie et qu'on peut passer à 1 heure, 2 heures du matin. Que faire dans ce cas de figure? Puisque là encore, c'est un passage déjà, obligatoire. nous demandons humblement au premier des Béninois, Baptiste Satanas Guillaume Talon,
que les réformes aillent aussi là. Normalement, il doit y avoir un certain nombre de métrages, de diamètre entre là où ces centres se trouvent et l'habitation. C'est ça. Pourquoi? On a également des cimetières qui sont dans, je dirais, mitoyens à bien de maisons, à Calavi, à Cotonou et un peu partout. Parce que dans la tradition daoméenne, nous avons 9 jours, on n'a pas 7 jours. D'accord. Et il y a un des jours qu'on appelle Mekou. Un autre jour qui s'appelle Médiazon. D'accord. Un autre jour qui s'appelle Mézourin. Pour vous dire quoi? Tous les morts qui sont au cimetière, je peux vous dire quelque chose. Avant un certain type de temps, et nos traditions daoméennes maîtrisent ça, quelqu'un pour vous enterrer n'est pas encore parti. Ah bon? Ce sont des réalités. Donc c'est vous qui croyez qu'il est parti, alors que vous l'avez mis en terre. Vous ne pas dit, vous l'avez enterré quand même. Mais je vous en prie. Que... Parfois on l'enterre, on terrasse, on cimente et puis on met même de carreaux. C'est le corps physique que vous avez enterré. Mais il y a un autre corps qui se détruit avec d'abord le temps. C'est pour ça que nos parents ont des rites pour ça. Il y a les rites, vous verrez que les derniers rites, c'est surtout du 3e mois. Je ne sais pas, pour le renvoi total. Mais pendant la période où les autres corps, puisque nous croyons toujours qu'on a un seul corps physique, pendant que ces autres corps sont en train de se dissoudre, il y en a qui, excusez-moi, qui sont, comme on dit, le temps, supposons que Dieu lui a donné 88 ans, et par des circonstances de beau, de gris, il meurt à 30 ans. Vous pensez que c'est fini? Non. Il est tellement rattaché à la terre que cycliquement, il revient. D'accord. Alors, pour limiter au mieux, je dirais, les cas de suicide, puisque c'est notre thématique centrale du jour, pour limiter au mieux les cas de suicide, de suicide au niveau, je dirais, métaphysique, que faut-il faire rigoureusement? D'abord, que chacun, nous appelons quelque chose année personnelle, en dehors de notre date de naissance. L'année personnelle de chacun de nous part de son jour d'anniversaire dans une année et finit nos jours anniversaire pour le Bénin. L'anniversaire prochain, comme on dit. Le Bénin, c'est 1er août, c'est passé. Oui. Et ça va finir le 1er août 2025. D'accord. Mais le problème cette année, c'est, nous appelons quelque chose le portail du lion. D'accord. Le 8 août 2024, vous avez vu, il y a aliment de 8 3 fois. D'accord. La question est de savoir, dans la tradition daoméenne, le 8 est géré par quel signe du phare? Parce que si on veut comprendre les choses, il faut aller dans le phare. Dans le phare. D'accord. On reviendra sans doute à un autre numéro pour évoquer le phare beaucoup plus amplement. Quand on dit Matthieu 7, verset 7 dans la Bible, nous, notre Matthieu 7, verset 7, daomien, c'est le phare. D'accord. Pour vous dire quoi, le 888 va nous gérer à l'année prochaine, autour pratiquement de cette même date. D'accord. Or, c'est un portail, excusez-moi, le 8 nous demande que chacun de nous lave ses mains des imbroglios. Sinon, vous... De l'impureté, c'est ça? Excusez-moi, des gens... C'est pas fini, des gens vont encore aller en prison. Ah bon? Surtout dans notre pays. Wow. Je crains qu'on dise que vous êtes alarmiste. Nous, notre manière à nous, on n'a pas d'argent. Le chef d'État fait déjà le maximum. J'ai quitté facilement Ouedo pour venir ici. Je ne peux que le bénir. D'accord. Passer avant pour aller là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Je comprends. Vous allez aujourd'hui à Boycon, vous ne faites que... Un peu de temps. Merci. Maintenant, chacun de nous doit se demander, mais avec tout ce qu'il fait, le chef d'État fait, qu'est-ce que moi, je peux faire pour aussi l'accompagner? Nous transmettons. Et c'est pour ça que nous allons toujours remercier notre parrain, Malik Goumina. D'accord. Pour vous dire quoi? Et vous-même, c'est aujourd'hui la transmission qui peut nous sauver. D'accord. La transmission, comment procéder? De la connaissance. C'est ça que nous faisons dire. C'est-à-dire, chacun de nous doit savoir que ceux qui sont nés les 16, ils n'ont qu'à faire attention. Ceux qui sont nés les 27. Maintenant, il y a ceux que nous appelons quel que soit le mois. Quel que soit le mois. C'est ça. Qu'il s'agisse de janvier, de décembre, ou de quel que soit le mois. Maintenant, il y a un mois dont il faut se méfier dans tous les mois de l'année, c'est le mois de novembre. Ah bon? Géré par ce que nous appelons un maître, nombre 11. D'accord. Vous voyez, le 11, j'avais dit que pour trouver le karma, il faut enlever l'un de l'autre. Oui. Pour le 11, ça fait 1 moins 1 égale 0. Or, le karma 0 vous réserve des surprises souvent plus. C'est ça.
remarquez les dates. Oui, d'accord. Est-ce que c'est la surprise des deux côtés? C'est-à-dire des surprises brusques qui sont, je dirais, de bonnes nouvelles ou des surprises brusques uniquement négatives? Non, c'est souvent, excusez-moi, négatif. C'est ça. C'est pour ça que la loi d'anticipation est nécessaire quand on va à la rencontre de ces 3 dates que sont 11, 22, 29. D'accord. Parce que le 29, ça fait 2 plus 9 égale encore à 11. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois bien. Et vous verrez que, remarquez, même dans l'astrologie, le signe qui domine dans novembre, c'est le signe Scorpion. Or, que les natifs du Scorpion me pardonnent, surtout ceux qui sont du décan, où leur nom c'est 88, excusez-moi, ils sont, c'est-à-dire vous vous demandez, mais quel Dieu les a calibrés? D'accord. Et je ne vous souhaite pas, mon frère Wahab, d'aller qu'une femme Scorpion vous aime. Ah bon? Et vous allez dire, vous êtes musulman, pontin, vous allez avoir 2e, 3e femme. Oui. On dit que c'est quand même l'amour et que le cœur nous conduit, hein, là où nous-mêmes, comment dire, on n'aurait pas décidé, un peu comme pour dire à la citation de Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. S'il vous plaît, tout ça là, c'est de la poésie. La vérité qui est derrière les choses que nous voyons, les causes des épreuves. Oui. Je vous en prie. Humblement, je demande à nous tous d'aller à la connaissance. D'abord de soi. D'accord. Parce que chacun de nous a de ses failles. Oui. Et vous et moi. D'accord. Et quand vous n'avez pas conscience de ça, le mal arrive. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 16. Et toi-même, au volant ou sur ta moto, tu fais que filer comme tu veux. Si tu ne sais pas faire, tu vas recevoir une balle. Donc, prudence. Parce que le karma 5 règne aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Et souvent... Et là, le 27 également, puisque vous avez parlé du 27, 7 moins 2. 7 moins 2, ça va encore... Oui, 5. D'accord. Mais et souvent, c'est les heures que nous appelons les heures drastiques, souvent entre 13h et 15h. D'accord. Il faut vous méfier des heures solaires. D'accord. Parce que les entités qui sortent à ces heures sont ce qu'on appelle les entités sulfureuses. D'accord. Non, on va prendre ce premier numéro, M. Amoussa Arahimi, n'est-ce pas, comme une introduction, parce qu'on aura toute une série, n'est-ce pas, les vendredis, qu'on va essayer de recalibrer. De toutes les façons, je dirais que vous avez annoncé des éléments comme ça, pêle-mêle, n'est-ce pas, les mois de l'année ou le mois de l'année le plus risqué, les chiffres les plus risqués, les dates de naissance les plus risquées, les jours à revoir, le calendrier dahoméen, n'est-ce pas, qui en tout cas qui comporte 9 jours plutôt que le calendrier grégorien qui nous parle de 7 jours et autres. Alors j'ai une toute dernière question avant qu'on ne se dise au revoir. On dit de vous, n'est-ce pas, que bon, vous adorez Dieu, vous adorez Mahomet, n'est-ce pas, vous avez également les vaudous et autres, mais on dit que bon, le syncrétisme n'est pas toujours bienvenu. Quelle réaction vous avez? S'il vous plaît, aujourd'hui, nous tous béninois, on est syncrétistes. Ah bon? Je n'ai pas encore vu, vous avez changé votre nom de famille. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est né Guédégbé aller s'appeler autre chose. On prend les prénoms, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un oser dire j'efface mon nom de famille. C'est ça. Ça veut dire que ça nous suit. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Mon frère, méfie-toi des apparences innocentes. D'accord. Nous qui sommes dans la tradition métaphysique dahoméenne, ce qu'on voit quand les yeux ne sont pas là et ceux qui viennent vers nous et ce qu'on entend là. D'accord. Donc ça sous-entend qu'il y en a qui, devant comment dire, le jour, sont, dans les églises et à côté des églises. Et la nuit, ils sont ils sont Jésus à 500%. D'accord. Dans le jour, ils sont Mahomet à 1%. Oui. Mais je vous en prie. Il y a un pourcentage qui est réservé toujours aux vaudous et autres. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas vivre dans ce pays. Oui. J'assume ce que je suis en train de dire. Et dire vous êtes seulement Jésus et Mahomet. Ah bon? Les gens vont vous montrer si vous continuez, surtout si vous êtes impoli et arrogant. Oui. On va vous évaluer, on va vous jauger. On va vous jauger. Et là, vous comprenez? Oui, on va vous tester, quoi. On va tester, comme vous avez dit, ça va descendre dans Chocoto. Vous avez... D'accord. Amoussa Arahimi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes métaphysicien et que bon, ce passage d'aujourd'hui est juste une introduction. On va prendre le rendez-vous de plusieurs vendredis. Permettez toujours que je rende hommage
parrain de l'émission, D'accord. Malik Komina. D'accord. Excusez-moi, il a été d'une simplicité réceptive magnifique. Alors, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes un métaphysicien, Amoussa Raimi. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On va prendre le rendez-vous avec vous pour d'autres vendredis, en tout cas en fonction de votre disponibilité. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Mesdames, Messieurs, voici maintenant venue l'heure de nos discussions de ce vendredi. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle bonne épouse? C'est qui la bonne épouse au fond? Amoussa Raïbi, vous avez la réponse à la question? C'est qui la bonne épouse? Une bonne épouse, c'est quoi? Ou c'est Seul chaque homme peut-être vers la fin. Oui. Moi, je demande à chacun de faire un certain nombre d'années avec une femme avant de pas une bonne épouse. Merci beaucoup, Amoussa Raïbi. Allez, voici nos discussions de ce vendredi. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zoborouet vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Akpa sinko do goji ojuko da lopade. Et des deux. Kate, Yakosi, Jésoignan. Connais-tu le même bawe bomi tendo amaterosa on blabon man kwabo walo blojika amando abon mambo bono t'avoir plus mon baby ça te plaît maintenant à moi quoi t'as joué à oblo kwabo là 2500 tu rejoins le mouvement bondo kwabo et nos doigts où mon vol ni wai côté 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 ya wai côté Allo Bache Kwabo, c'est le nouveau schéma. Abonnement pour de quoi Chlorundekman. Canal Plus ou quoi Rumi c'est beau. 250 chaînes à 2500 francs. 5000 ben noble d'aïmen coulé. Maintenant avec Kwabo, j'ai ma chaîne préférée. Sous patron, oui, le Canal Plus. Abonnement, j'ai Banjo, mais bini, comptez-les. Kwabo, c'est la solution. Le temps du avec chez Banak pour série. Depuis 200 euros, décodeur, abonnement pour Ablo. Kwabo, ou à écouter. Et le même Bawabo, Mistendo. Amaterosa, on blabon, man Kwabo. Walo blojika, amando abonnement, mon bono. T'avoir plus mon baby, ça te plaît maintenant. À moi, quoi t'as joué à Oblo, Kwabo là. 2500, tu rejoins le mouvement. Bondo, Kwabo, et nos doigts où mon vol est wai. Côté, côté, et Marseille. Côté, côté, ya wai. Demando de raison, blo Kwabo, mais on a de quoi de on blo access. Access 1000, c'est la meilleure Kwabo, c'est le bon secours, right? Ya wai côté. Et Marseille. Rebonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions de ce vendredi. On se prononce sur une thématique. Qu'est-ce qu'une bonne épouse? Eh bien, le débat, nous le faisons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Je me permets donc de présenter les membres de l'équipage. Je vais commencer par ma gauche, Madame Sena Joanne, que nomme Fanou. Vous êtes coach experte des questions de couple. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin et merci surtout pour votre disponibilité. Et puis maintenant, mon voisin de gauche.
Christophe Fagon, bonjour. Bonjour. Journaliste et bien d'autres choses. Je me permets de ne plus rien dire. Madame Prisca Salanon, épouse Tendino, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes décoratrice. Oui. Merci pour votre disponibilité. Et puis, j'ai à votre droite et à ma droite également, monsieur Malik Kora Djibril. Vous êtes coach en développement personnel. Bonjour. Bonjour, Wahab. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. C'est un plaisir. Ma première question va s'adresser à vous. Qu'est-ce qu'une bonne épouse? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de débattre de ce sujet qui n'est plus un tabou. Tout de suite, qu'est-ce qu'une bonne épouse? À mon avis, la bonne épouse, d'abord, c'est l'âme du ménage, sans laquelle le foyer peut déboucher sur un échec. La bonne épouse, c'est celle qui est la bonne trouvaille pour son mari, puisque, rappelez-vous que lors de la célébration des mariages, aussi bien les beaux-parents que les parents de la femme ont toujours souhaité que ça soit un mariage heureux, que la femme soit une très bonne épouse. Et donc, tout homme d'ailleurs veut une bonne épouse, la femme également en veut être une bonne épouse. Donc, pas de définition, si je vais être un peu capturé. La bonne épouse, c'est l'âme du ménage, en fait. Voilà, merci. Alors, Madame Kenom Fanou, la bonne épouse pour vous, c'est qui exactement? Merci. Moi, je pense que la bonne épouse, c'est l'homme qui détermine cela. C'est chaque homme qui dit que son épouse est bonne ou pas. C'est ça. La bonne épouse, c'est celle-là qui répond donc aux aspirations de l'homme qu'elle a accepté d'épouser. D'accord. C'est ce que je peux dire d'abord. D'entrée. Alors, Madame Prisca Tendino, rebonjour à vous. Oui, une bonne épouse pour vous, c'est qui exactement? Ok, je dirais qu'une bonne épouse, c'est d'abord cette femme qui a choisi son homme et son homme l'a choisi. D'accord. Et ensemble, ils ont décidé de vivre ensemble, de passer leur vie ensemble. Oui. Elle est bonne, elle est une bonne épouse. Moi, je pense qu'elle parle vraiment le même langage que son mari. D'accord. Quand elle est dans le langage, elle est dans le même feeling que l'homme avec qui elle est. Que ce soit dans les détresses, que ce soit dans les joies, dans les moments de joie, quel que soit le moment, celle qui arrive quand même à épauler cet homme-là, à le mettre à l'aise face à n'importe quelle situation. D'accord. Voilà. Alors, Christophe Fagon, pour vous, une bonne femme, une bonne épouse, c'est quoi exactement? C'est relatif, c'est relatif. Parce que l'épouse peut être bonne pour vous et être mauvaise pour moi. Donc, c'est totalement relatif. Je crois quand même que la bonne épouse, c'est celle-là qui, en réalité, dans le foyer, avec le mari, il y a une entente parfaite. Pour moi, c'est simplement ça. Sinon, le divorce n'existerait d'ailleurs pas. Donc, du moment où elle est mauvaise pour moi, elle peut être bonne pour une autre. Donc, pour moi, c'est relatif et ce n'est pas toujours... C'est un peu ambigu quand même, selon moi. Ok, c'est une thématique ambiguë. Je me souviens qu'hier, quand le sujet faisait le tour aussi bien de mon statut que dans d'autres forats où ça a été publié, de même que sur nos canaux digitaux, il y a eu un commentaire comme ça. Pourquoi on ne parle pas des hommes? On en avait déjà parlé, donc je profite pour répondre ici, qu'on en avait déjà parlé. Bien entendu, on va ramener le sujet. Le bon mari, c'est qui, n'est-ce pas? Ce serait la thématique du vendredi prochain. Donc, prenez donc le rendez-vous et j'espère ces nombreuses femmes qui estiment que non, que l'un ne va pas sans l'autre. On va les espérer aussi bien au bout du fil que sur le plateau. Donc, pour celles qui sont disponibles, allez commencer par vous manifester au 96 81 02 67. Merci beaucoup. Allez, on revient sur le plateau avant d'ouvrir la ligne tout à l'heure. Je reviens vers vous, Malik Djibril. Comment conditionner ou bien tracer les critères de la bonne épouse? Parce qu'on a compris de l'explication que chacun a donnée sur le plateau, c'est plus ou moins relatif et c'est chacun qui définit, je dirais, le critère pour soi. Sur quel élément jouer pour définir ces critères au fond?
Bon, je pense que d'abord, quand je me décide de me marier, j'ai forcément mes principes. Vous savez, quand vous prenez la femme elle-même, toutes les femmes en fait ont de bonnes qualités d'être une bonne épouse. Mais comment aller déterminer ça? Comment aller sortir cette valeur-là? Comment développer en elle les qualités de bonne épouse? Parce que nos mères, davantage dans leur croissance, leur inculquent déjà qu'est-ce qu'il faut pour avoir un foyer stable, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un foyer heureux. Donc, mais parfois, quand on vient dans le foyer, quand on n'a pas un brin d'humilité, quand on n'a pas un sens d'écoute de son partenaire, c'est parfois difficile. Donc, il s'agira parfois pour l'homme également de conjuguer ses efforts ensemble avec la femme pour sortir en elle, pour aller chercher la version originale de cette femme-là. Donc, il faut pouvoir, selon moi, pour répondre à votre question, il faut conjuguer ensemble les efforts pour avoir exactement ce qu'on veut, l'image qu'on veut de sa femme. Alors, comment se comporte, comment jouer le rôle de femme, de la bonne épouse à la maison? Bon, jouer le rôle de Que faut-il faire pour que vraiment monsieur puisse dire de vous que vous êtes une bonne épouse? Bon, je disais tout à l'heure qu'il faut pouvoir parler le même langage que son mari. C'est-à-dire, j'ai reçu une autre éducation. Mon mari en a reçu une autre. Donc, puisqu'on a décidé de se mettre ensemble et puis que nous sommes ensemble, obligatoirement, je vais faire des choses qu'il ne va pas accepter. Lui aussi, il ferait des choses que je ne vais pas accepter. Donc, il nous revient à nous deux de se dire, ah, tu as eu telle réaction, je n'ai pas aimé, je n'aime pas ça. D'accord. Et à la bonne épouse, d'intégrer en même temps, mon mari n'aime pas ça. De cocher que, ah ça, mon mari n'aime pas ça. Ouais. Voilà. Donc, à force de cocher chaque fois ce que ton mari n'aime pas, tu serais en mesure d'être bonne pour elle. D'accord. Je donne quelques exemples. Allons-y. Il y a des gens qui sont naturellement désordonnés. Tu es tout le temps désordonné. Ton mari rentre, il dit, ah, madame, moi je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. C'est-à-dire le salon s'assimile un peu à la cuisine, la chambre à coucher ressemble un peu à la cour de la maison, on le fait etc. Souvent. Donc, monsieur dit non, je n'aime pas. Et il a dit 2-3 fois, tu as intégré. À part ça, monsieur, par exemple, aime quelque chose au lit. Et tu ne fais pas. Il t'apprend, il t'amène à le faire. Il a dit 2-3 fois, tu as intégré. Ça fait que quand il rentre et du boulot tout fatigué, toi, tu lui poses des problèmes de la maison à un point fini. Il n'aime pas ça. Tu as intégré. Ça fait 3 choses que tu as intégrées. Si ces choses-là sont réellement intégrées, monsieur serait en joie de rentrer. D'accord. Et il va oublier qu'en temps, tu avais de ces comportements qui ne lui plaisaient pas. Et il va se dire, ah non, j'ai une bonne femme, quand je rentre, elle fait bien les travaux à la maison, elle est propre, elle s'occupe bien de moi au lit, et quand je rentre, elle m'accueille avec joie. Déjà pour lui, tu es la bonne épouse. Donc l'homme aussi, c'est tel que le monsieur l'a dit, c'est l'homme qui sort en toi le bon côté que tu as. Parce que tu ne le connais pas. Être bonne épouse, c'est savoir ce que ton mari aime et faire ce qu'il aime. Et l'emmener aussi dans la douceur à savoir ce que tu aimes et faire ce que tu aimes. Ça, c'est super. On vous aurait comprise, Madame Priscaté. Alors, je reviens vers vous, Madame Kenom Fano. On est bonne épouse ou bien on devient bonne épouse? Personne n'est épouse ni époux. On n'est pas des époux. Non, en fait, je dis on est, c'est pas naître. On est, le verbe être ici, c'est le verbe être, c'est pas le verbe naître. Est-ce qu'on est une bonne épouse ou bien on le... Nous sommes tous de bonnes personnes. Nous sommes tous de bonnes personnes. Mais ce n'est pas évident que nous soyons tous de bons époux ou de bonnes épouses. D'accord. Tout est relatif et lié à chaque contexte. D'accord. Moi, je pense que le problème, avant même de parler de bon ou de bonne épouse, c'est de parler de quel est ce projet autour duquel le couple a été formé, en fait. D'accord. C'est une affaire de projet de couple. Donc, la bonne épouse, donc, c'est cette épouse-là qui a pu s'intégrer le projet autour duquel
elle et son époux les deux se sont mis veulent ensemble. Fonctionner et avancer. Lorsque nous nous mettons ensemble, on s'est vu du jour au lendemain, on s'est mis ensemble. Ou bien même on a fait 1 an, 2 ans, on s'est mis ensemble. Mais au cours de ces 2 ans de fiançailles ou d'essais de connaissance de l'autre, on n'a établi aucun projet. On n'a pas de projet. On n'a rien. En fait, vous savez, lorsqu'un couple a un projet de couple, il est difficile d'entendre ce couple dire « Ma femme, il a fait ci, mon mari a fait ceci, mon mari n'est pas ci, mon mari n'est pas ça. » Parce que ce qui nous lie, ce ne sont pas ces détails. Il s'agit d'un projet très profond. Et que les deux doivent s'associer pour exécuter le projet. Autour duquel nous nous sommes dit, écoute, on se met ensemble pour réaliser telle chose. On se met ensemble pour aller à tel niveau. On a décidé d'y aller ensemble. Donc, il n'y a pas à faire de on va se séparer. Lorsque le projet est bien établi et clair comme un projet d'entreprise, il n'y a pas à faire de elle a ci, elle n'est pas ci. Mais il y a fait de complémentarité. Il y a fait d'humilité. Il y a fait d'acceptation de soi et de l'autre. Donc, je pense que c'est là qu'il faut travailler pour que les couples ou bien les futurs couples comprennent que non, même mon mari qui aujourd'hui me paraît bien, il m'a dit il veut ci, il aime ça. Demain, il peut changer parce que l'homme, l'humain est dynamique. L'humain n'est pas statique. Chaque jour qui passe, l'humain change. Donc, ce qui ne va pas changer dans le couple, c'est le projet que les deux ont établi. On s'est mis ensemble. Et c'est départ. lorsque je travaille chaque jour à la réalisation de ce projet que je deviens une bonne épouse. Alors Christophe Agon, je vous repose la même question. Est-ce qu'on devient une bonne épouse ou bien on l'est déjà avant d'intégrer le foyer? Non, ça dépend très bien, ça dépend parce que vous avez reçu diverses éducations. C'est normal quand même que dans ces éducations se côtoient et en réalité au finish, ça devient une seule et unique éducation. Alors, lorsque vous êtes en couple, vous devez accepter quand même et en vous le comportement de l'un ou de l'autre. Lorsque vous l'intégrez en vous, ça devient unique et vous marchez ensemble. C'est pour cela que je surfe aussi ce que madame a dit, tout simplement pour dire que lorsque vous n'avez pas de projet, lorsque vous épousez votre épouse, par exemple, parce que vous voulez qu'elle soit mère de vos enfants, vous voyez très simplement, et c'est simple, elle ne fait pas enfant, c'est qu'il y a problème, ainsi de suite. Vous voyez. C'est-à-dire que le projet dont parlait madame Joanna, c'est fait d'enfant. C'est le projet, ça. Et donc, dès lors que la femme n'arrive plus, quel que soit son comportement, ne regarde plus, elle n'est pas une bonne épouse, elle ne fait pas d'enfants, et ainsi de suite. Donc, pour moi, la bonne épouse, en réalité, c'est celle-là qui intègre le comportement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'homme est très taquin. Hein? L'homme fait souffrir la femme dans toutes les dimensions. Hein? On va revenir là-dessus. Hein? Tu as dit que tu vas. Le bon mari, c'est qui? Je pense que là, de façon successive, on aurait équilibré parce qu'on avait déjà parlé des hommes entre-temps. Moi, je profite même de cette émission pour féliciter correctement les femmes, hein, parce qu'elles souffrent beaucoup dans les foyers. Hein, ça, c'est rien. Voilà quelqu'un qui intègre le syndicat. Ah non, mais je suis la secrétaire du syndicat. Vous apportez un appui. S'il te plaît, tu sais très bien ce que nous faisons aux femmes de manière indirecte. À des moments donnés, même nous ne savons même pas demander pardon aux femmes qui, en réalité, fâchées un peu, mais par la suite, rapidement, quelques heures après, vous la voyez en train de rire parce qu'elle veut toujours sauver son ménage. Voilà, donc je crois quand même que la bonne épouse, ça commence d'abord par là. C'est celle qui accepte son mari tel qu'il est. Pour moi, c'est ça. D'accord. Allez, je rappelle que nous faisons le débat avec nos téléspectateurs en ligne. Donc, la régie va nous accompagner à ouvrir la ligne pour avoir, je dirais, la réaction des uns et des autres. Le temps que je m'adresse à vous, Malik Traoré. Alors, alors, comment vous jugez, n'est-ce pas, les femmes dans les ménages? Pour ceux-là qui disent, parce que oui, on a reconnu que c'est relatif, pour ceux-là qui disent non, ma femme est mauvaise, mon épouse est ci, mon épouse est ça, est-ce que vous pensez que les éléments annoncés sont souvent valables quand vous écoutez, je dirais peut-être votre entourage, par exemple? Bon, moi, de façon naturelle, avec mon épouse, quand on a commencé, je lui ai très bien dit que j'ai mes principes. D'accord. Et que vous avez aussi vos projets, comme disait. Exactement. Du coup, la toute première chose que je lui ai dit après le mariage, on n'expose pas le foyer.
j'ai une forte humilité en moi afin de discuter ensemble avec toi de quel problème qu'il y a. Si je suis en erreur, ça ne me coûte rien de m'excuser. Oui. Du coup, évite, même à tes parents, même à mes beaux-parents, je veux dire, d'aller exposer notre foyer. Retrouvons-nous à un moment qu'il faut et on pourra se comprendre. Vous savez, le jour du mariage... Donc, en résumé, de privilégier la communication à l'interne plutôt que d'exposer, c'est-à-dire de faire partager les réalités de votre ménage à l'extérieur. C'est pourquoi la bonne épouse doit être humble. D'accord. La bonne épouse, elle a le devoir forcément d'être compréhensive, d'être conciliante. Parfois, l'oubli de soi. Parfois, accepter même de donner raison à son mari. Malgré qu'elle a raison. Ne serait-ce Vous aimez trop taquiner les femmes. En tout cas. Allez, on va prendre le tout premier téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, Aramou. Ah, comment allez-vous? Je me porte très bien. Papa 3P. Oui, Papa 3P. Allez, quand j'entends la prononciation de mon prénom comme ça, eh bien, je sais d'où ça vient. Depuis Silandé. Depuis Silandé. Allez, on vous écoute. Je dis bonjour aux débatteurs, tout le monde. D'accord, on vous répond. Bonjour. Et nous allons parler de bonne épouse et de bon mari à la fois. Allons-y, on vous écoute. L'un sans l'autre, vraiment, sincèrement, ça ne peut pas aller. D'accord. Et on parle de bonne épouse lorsque vous aviez un point commun, le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Et cette femme-là arrive à te faire déplacer du point A au point B ou au point C. Et la seconde chose aussi là, c'est qu'il faut que celle-là puisse rester jusqu'au soir, que vous restez jusqu'à votre soir. D'accord. Parce que à midi, si elle t'abandonne, c'est que le truc est rompu. C'est ça. Mais il faut que, même dans le malheur, que vous arrivez à rester pour que les gens puissent vous trouver jusqu'à la fin. C'est ça. Mais s'il faut faire un peu et partir, on va te dire que ça là, c'est une bonne épouse. Non. Il fallait accepter le pire et le mal, comme vous dites, oui, ensemble. D'accord. C'est un peu difficile de détacher un bon mari d'une bonne épouse. D'accord. Est-ce à dire, monsieur Papa 3P, est-ce à dire que c'est le bon époux qui fait la bonne épouse et la bonne épouse fait le bon époux? Exact. C'est ça. Exact. Les deux vont du pair. Lorsque le mari n'arrive pas à comprendre aussi sa femme, et il élève tout. Alors, Papa 3P, il arrive que monsieur reconnaît qu'il a une bonne épouse et lui-même, il est conscient de ce qu'il n'est pas bon mari. Oui. Oui. Mais là, à un moment donné, là, vous allez voir que quand le gars reconnaît qu'il est un fautif, c'est pas un problème dans le couple. Oui. Oui, toi, il n'y a aucun homme qui ne peut pas se changer. C'est-à-dire, si vous savez, vous aimez la femme là, vous devez changer. C'est ça. Vous ne devez pas la fatiguer. Vous la fatiguez, vous dites qu'elle est bonne épouse, mais non. Vous ne pouvez pas fatiguer la dame, et tout le temps, vous dites qu'elle est bonne épouse, et ce qu'elle ne veut pas là, vous faites ça, c'est comme vous cherchez ça mort. D'accord. Et les enfants aussi ne vont pas vous autoriser. En tant que papa là, les enfants risquent d'aller contre vous. Et vous allez dire que le couple là, c'est la maman qui a fait. D'accord. Papa 3P, on vous aurait compris ce matin. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Bien de choses aux populations de Sinandé. Ok. Allez, on prend le téléspectateur suivant. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Wahab Ali Kwara, bonjour. Herman Meton, bonjour. Oui, bonjour, je dis bonjour à vos invités. Le plateau vous répond. Merci. Qu'est-ce qu'une bonne épouse? D'abord, prions, demandons à Dieu de nous donner très bonnes épouses. Je le dis parce que parfois, ce que ils se voient et pensent que c'est déjà le calvaire, il y a Y qui vit plus que ça, mais est toujours soumise. Vous comprenez? C'est ça. Qu'est-ce qu'une bonne épouse? Une bonne épouse n'est pas autoritaire. Une bonne épouse doit toujours faire preuve d'humilité avec son époux. Vous voulez dire qu'une bonne épouse doit respecter les institutions? Non. Ah, d'accord.
Une bonne épouse ne doit pas exercer la pression sur son homme. Elle doit faire preuve de respect, s'occuper de la maison, des enfants, être attentionnée. C'est ça. Une bonne épouse ne peut pas avoir comme ennemi sa belle famille. Il est vrai qu'il y a des beaux-pères, des belles-mères qui sont vraiment désagréables, mais une bonne épouse doit faire en sorte de les contenir parce que lorsque vous épousez votre mari, vous avez épousé toute sa famille. Aussi sa famille. La belle famille est Nagban, ni Yagban. Donc par conséquent, vous devez accepter tout ça là. D'accord. Une bonne épouse doit être respectueuse, je l'ai dit. Et si, je donne l'exemple, si monsieur veut sortir par exemple la nuit, et il se parfume, il met son joli t-shirt, tout ça là, et madame commence à dire, tu vas où cette nuit? Cette nuit là, avec tout ce parfum, non. Une bonne épouse doit dire, chérie, si tu sors là, s'il te plaît, rentre vite, parce que si tu es en ville, la nuit, je m'inquiète pour ta sécurité, je m'inquiète pour toi. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, pour finir, je vais vous inviter, je vais nous inviter, moi aussi je suis dedans, à aider nos épouses pour découvrir toutes les bonnes choses qu'elles gardent en elles. Parce que parfois aussi, nous sommes responsables de certains dérapages. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Femmes, soyez soumises à votre mari. Hommes, aimez votre femme. C'était Aman Mettons. Agréable week-end à vous. D'accord. Femmes, soyez soumises, n'est-ce pas, à vos maris, et hommes, aimez vos maris. Des fois, on veut que la femme soit soumise, mais aimer là vient poser problème de l'autre côté. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Ce sera le tout dernier dans cette première manche et puis on revient sur le plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Wahab. Waouh, une voix féminine cette fois-ci. Madame Dosouvi, bonjour. Oui, je suis là. Allez, on vous écoute sur le sujet. Comment vous vous portez? On se porte très bien, le plateau également. D'accord. Pour moi, être une bonne épouse dépend de l'homme. De comment vous... Ah bon, donc c'est une industrie de l'homme qui va fabriquer la bonne épouse. C'est ça, c'est clair. vrai. Ah, d'accord. De comment vous vous êtes rencontrés. De vos débuts. Si vous apprenez à vous connaître dès le début, vous devez savoir si la femme est bonne ou pas. Donc il y a toujours de bonnes épouses. La bonne preuve, il y a des couples qui font plus de 50 ans ensemble. Si la femme n'était pas bonne, l'homme n'allait pas se garder juste là. Non, mais là, ça sous-entend, n'est-ce pas, si on prend votre première phrase, ça sous-entend que si cette femme a pu rester dans le foyer pendant 50 ans, c'est grâce à l'homme, parce que c'est l'homme qui l'aurait forgé à être bonne épouse. C'est grâce à l'homme. Et le monsieur, le coach, le monsieur Sinclair, là, il a dit tout à l'heure, vous faites souffrir l'homme et la femme, et pourtant la femme souffre, la femme reste, la femme accepte de rester. Donc en résumé, la femme ne vient pas, je dirais, de chez elle en tant que bonne épouse, elle vient c'est arrivé dans le foyer que l'homme est obligé de la forger pour qu'elle devienne bonne épouse. Ça dépend. Et quand il faut établir les principes, il faut établir les principes sans être dictateur. D'accord. Oui, parce que les hommes sont souvent dictateurs. Quand je dis, la femme n'a pas de mots. On dit que c'est souvent quand vous refusez de vous soumettre qu'on est obligé d'utiliser un peu, de faire cacher la carotte et faire sortir la chicotte. Quand il y a du dialogue, on se comprend. Les foyers coulent, ça coule normalement. D'accord. Madame Dosouvi, merci beaucoup. On vous aurait compris ce matin. Merci beaucoup. Allez, on revient sur le plateau. Je vais donner la parole à ma Fanou. Vous aurez noté que beaucoup, que ce soit parmi ces quelques intervenants, beaucoup veulent subordonner, je dirais, la bonté de la femme à travers sa soumission. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit vraiment soumise à l'homme. Dès lors qu'un homme a une femme à la maison qui est soumise, il dit d'elle qu'elle est une bonne épouse. Est-ce que vous comprenez cette façon de voir les choses? Je suis complètement d'accord pour la soumission de la femme. D'accord. Parce que je doute fort qu'un foyer puisse tenir sans ça. Ce n'est même pas envisageable. Parce que la femme, elle est tellement bien faite, elle a tellement de potentiel que si elle n'arrive pas à pratiquer un peu de soumission dans le couple, elle ne pourra pas rester avec un homme. Parce que les hommes, ils sont beaucoup plus action. Les hommes ne se fatiguent pas avec les émotions, ils sont action. Et
avec cela, si toi, tu ne peux pas être un peu soumise, tu ne pourras pas tenir. Donc, je suis d'accord quand on parle de la soumission. Mais habituellement, je dis, il y a soumission, il y a soumission. Il y a soumission. Quand les gens parlent de soumission, j'ai l'impression qu'ils sont en train de parler de servitude. Mais la soumission dont nous parlons est complètement différente de la servitude. Quand je dis servitude, c'est que je suis sous un joug. Je suis sous le joug de quelqu'un qui est un bourreau. Et quand il dit, c'est ça qui passe. C'est ce qu'il veut. Il n'y a même pas à négocier. Il prend une décision de façon mécanique, on doit s'exécuter. Le mariage, j'ai l'habitude de dire que l'institution du mariage est la meilleure institution du monde. C'est l'institution dans laquelle tu t'épanouis. C'est l'institution dans laquelle tu deviens une bonne Oui, bon, ça c'est l'idéal, mais dans la pratique, c'est de l'insomnie. C'est de l'insomnie pour certains. C'est pas un lieu d'emprisonnement, c'est pas quelque part où je viens pour mourir et puis disparaître et l'autre va demeurer. Vous voyez, donc la soumission, oui, mais pas la servitude. Mais malheureusement, sous notion, la soumission et la servitude semblent être prises de la même manière et appliquées de la même manière dans les couples. D'accord. On dit de vous, les femmes, n'est-ce pas, que vous êtes bonne épouse lorsque vous êtes soumise. Et donc, quand la soumission fait défaut, eh bien, vous n'avez plus ce qualificatif. Vous n'avez plus ce qualificatif là. Peu importe ce que vous faites, l'énergie que vous déployez à vous occuper des travaux de ménage, l'attention que vous accordez à l'homme, dès lors qu'il n'y a pas la soumission, ça pose problème. Est-ce que vous comprenez cette réaction ou bien cette façon de voir des hommes? On comprend. On comprend cette réaction. Surtout pour celles qui ont été éduquées, parce que ça dépend de l'éducation. C'est une question d'éducation aussi. Pour celles qui ont été éduquées de cette manière, je donne un exemple. Et quand je prends par exemple les femmes musulmanes, dès leur bas âge, on les éduque à être vraiment soumises, à se préparer à tout dans le ménage. Quand je quitte leur niveau et que je viens du côté de nous qui ne sommes pas musulmans, c'est quand tu grandis dans un foyer où la maman est autoritaire et quand maman parle, papa ne parle pas, la fille est obligée de copier sa maman. D'accord. Mais quand tu grandis dans un foyer où quand papa parle, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Ou bien, quand quelque chose se passe, il y a un petit accrochage entre les enfants et papa. Quand l'enfant va voir sa maman et lui dit « Ah, papa, c'est ton papa. C'est ton papa. » C'est-à-dire que c'est ce que papa fait là qu'on doit suivre. C'est ce que papa dit là. C'est ça. Quand on grandit dans ça, c'est qu'on copie ça et on ne vit que ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Et ce n'est pas forcément la solution. D'accord. On est humble, d'accord. Femme humble, d'accord. Et femme soumise, d'accord. Mais femme soumise est différent de femmes maltraitées, de femmes qui vivent en quelque sorte dans l'esclavage, pour utiliser servitude, comme disait Madame Joanne. C'est différent. Je suis femme soumise. Le fait que je sois soumise à mon mari ne m'empêche pas de lui dire, chérie, tu sais, tu fais telle chose que moi je n'aime pas. Au lieu de faire ça comme ça, il faut mieux faire ça comme ça. Voilà. Ou bien... Et en temps normal, cet homme doit être, je dirais, attentif et écouter. Ça facilite également la communication. Ce n'est pas parce que je suis soumise que je ne vais pas me fâcher, que je n'ai pas le droit de bouder mon mari. J'ai le droit de le bouder. J'ai le droit même de me fâcher. Juste, ma soumission, là, quand je suis fâchée, c'est quoi? C'est que quelle que soit ma colère, je ne dois pas crier sur mon mari. D'accord. Quel que soit mon degré de colère, le niveau de ma colère, je le respecte dans ma colère. D'accord. Et donc, vous pouvez ne pas, crier, mais silencieusement également, vous pouvez ne pas vous occuper de lui au lit. Ah, ça, c'est différent. Parce que vous en avez l'habitude, paraît-il. Vous, les femmes, de façon globale. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas toutes les femmes, mais moi, je m'amuse pas avec ça. Ah bon? Alors là, on a compris qu'il y a une exception ici. Alors, je reviens vers vous. Il y a on définit peut-être la bonne épouse comme celle qui est littéralement soumise à son homme. Est-ce que vous voyez ce critère comme un élément pertinent?
Bon, c'est toujours relatif parce que pour moi, par exemple, l'homme peut avoir un indicateur et dire que son épouse, c'est une bonne femme, sans que la femme ne soit épanouie. Oui. Voilà. Sans que la femme c'est-à-dire que cette femme est soumise à la maison, elle est tout, mais elle fait ce que l'homme veut. Oui. Voilà, pour lui, c'est que c'est la femme idéale, alors qu'en réalité, peut-être la femme le fait par contrainte ou bien par crainte, ainsi de suite. Donc, en réalité, elle est une bonne femme pour l'homme, mais l'épouse n'est pas épanouie. Elle n'est pas épanouie. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est relatif. En résumé, ça rejoint un peu ce que disait Papa 3P de Sinandé, que la bonne épouse rime avec l'homme, avec le bon mari. Ça sous-entend qu'il y a un travail de retour qui doit se faire au niveau de l'homme en direction de la femme. Alors, je vais vers vous, Malik. Pourquoi faut-il mettre, je dirais, la soumission comme une condition, je dirais, sine qua non pour faire d'une femme une bonne? Il ne peut jamais avoir deux capitaines dans un même bateau. D'accord. Tu as beau avoir 10 doctorats, 10 masters. Dans le foyer, il y a un chef. Donc, la soumission, ça s'entend, c'est naturel. Maintenant, quand tu vas vouloir forcer, tu as les résultats qu'il faut. Aucun homme, même le plus pauvre, le plus vilé au monde, ne peut jamais se laisser dominer. Dans la soumission, n'en revenons même pas, c'est naturel. D'accord. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin, parce que quand vous avez posté sur votre page, beaucoup attendent déjà, peut-être ces jeunes adolescentes, ces jeunes mariées aujourd'hui, attendent de savoir comment est-ce qu'elles peuvent devenir une bonne épouse. Donc, et comment les hommes, eux aussi, vont détecter la bonne épouse. Voilà, donc je voulais qu'ensemble sur le plateau, on va arriver sur que nos téléspectateurs puissent tirer quelque chose de... Pour moi, si je vais aligner quelques solutions, la bonne épouse, c'est celle qui est calme. D'accord. La bonne épouse, c'est celle qui est propre et intelligente. D'accord. C'est celle qui fait... Affaire de propriété, hein? En tout cas. Alors là... Oui, la malpropreté peut pousser un homme à aller dehors. Je parle sous le contrôle des dames qui sont sur ce plateau. Si ma femme n'a pas une bonne hygiène, attendez. C'est-à-dire quand vous rentrez de la maison et qu'elle doit dire tout et que vous avez de mal à respirer. Voilà, donc, ça aussi, c'est déjà un problème. Exactement. La femme, elle doit être séduisante, d'accord? Une femme doit pouvoir... faire des surprises à son mari, aligner des surprises. Les hommes aiment parfois ça. Moi, personnellement, j'adore quand on me fait des surprises, que mes linges soient bien propres, que je vois tout ranger. C'est pour ça que je parle de propreté. La séduite... Mais la question d'hygiène, il faut préciser que c'est aussi réciproque, hein, parce que chez les hommes aussi, franchement, il y en a, qui... Oui, mais puisque nous parlons d'épouses, peut-être que la prochaine fois... D'accord, on reviendra sur cet aspect. La bonne épouse, c'est celle qui doit protéger également sa famille, ses enfants, pour rien au monde. Elle n'est pas prête à laisser... aller se promener, rester chez les voisins, laisser ses enfants à jeun. Elle doit pouvoir protéger sa famille. Elle n'est même pas prête à s'excuser pour ça. La bonne épouse est celle qui n'expose jamais son mari dans sa belle famille. Même parfois quand quand c'est l'homme qui l'agresse, elle peut aller dans ça. Moi, je vois parfois certaines femmes qui vont dans leur belle famille, mais au contraire, c'est aller faire l'éloge de l'homme, faire son édification. Ça plaît à tout homme de voir que ma femme me fait une édification. Vous savez, quand il est en colère, mesdames, prenez le soin de ne pas réagir pendant qu'il est en colère. Parce que j'ai appris de mes devanciers, mes coachs, que lorsqu'un homme est en colère, 99% des propos qui sortent de sa bouche, après, il peut regretter ça. Également pour la femme aussi. Donc, quand ton mari est en colère, calme-toi, patiente-toi. Choisis le moment d'intimité et passe-lui le message. Ah oui, attention, hein, si on a affaire à ces marques de femmes d'aujourd'hui, les je n'en disconviens pas, les je suis désolé, les prends ça comme tu veux et autres. Enfin, c'est pas moderne, hein, dites intellectuel. Malheureusement, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, attention, quand tu fais sortir un mot, elle fait sortir des phrases. Elle fait sortir des phrases. Le minimum, c'est même 10. Oui.
Voilà, elle fait sortir des phrases, c'est donc dedans que tu entends, je suis désolé, je n'en disconviens pas, elle prend ça comme tu veux, écoute, les merdes, etc. Alors, je reviens vers vous. Comment vous jugez ces gens de femmes, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, s'en vont exposer, je dirais, leur vie à l'extérieur, leur vie de ménage à l'extérieur, celles qui laissent guider leur foyer par la belle famille, pour ne pas dire par leurs propres parents? Je pense que c'est une question de défaut, de capacité de gestion de ces émotions. Lorsque vous êtes une femme et que vous avez appris à gérer vos émotions, vous avez moins de difficultés à accueillir les conflits dans le couple. Parce que lorsque vous n'accueillez pas les conflits dans le couple, facilement vous allez dehors. Or, le couple également, ce sont les conflits. Sans conflit, il n'y a pas de couple. Ce qui nourrit le couple, ce sont les conflits. Ce qui fait, les gens disent comment mettre la femme dans le couple, etc. Mais ce sont les conflits. Chaque fois que moi j'ai un conflit avec mon chéri et qu'on arrive à gérer cela, mais c'est un autre niveau d'amour qui s'installe. Mais lorsque tu n'as pas appris à faire ça, lorsque tu ne sais pas gérer tes émotions, lorsque tu ne te connais pas, parce que tu ne te connais pas, tu ne peux même pas essayer de connaître l'autre. Lorsque les problèmes vont venir, tu vas chercher des solutions dehors. Tu ne vas pas chercher des solutions à l'intérieur de toi. Or, tout est en toi. Donc, tu vas chercher à aller dehors. Et c'est ce qui fait qu'on va vers les parents. Je pense que ce n'est pas une bonne attitude. J'ai beaucoup de couples qui se sont disloqués à cause des beaux-parents. Parfois même les parents ne viennent pas avec de mauvaises intentions, mais parce que eux-mêmes ils viennent avec leurs expériences qui n'ont pas été toujours favorables. Ils viennent faire quoi? Nous injecter comme à l'hôpital ce qu'ils ont comme solution. Et ça fait tout. Les solutions qui ne sont pas adaptées aux réalités du moment. La manière dont nos parents géraient le conflit il y a 15 ans, la manière dont moi, ma mère a géré les conflits dans notre famille, je vous promets, moi, je ne gère pas les conflits de mon foyer. Non, je ne suis pas les règles de ma maman. Je suis désolée, je ne peux pas suivre les règles de ma maman. Si jamais je me mets dans ça, je suis foutue, mes enfants sont foutus. Donc, nous devons Vous avez des méthodes beaucoup plus modernes. Voilà, donc, il faut tisser à l'ancienne corde des nouvelles stratégies pour gérer les choses selon le contexte actuel. Et pour cela, aller vers les parents. Moi, j'ai toujours dit, aucune belle famille ne règle le problème de foyer. Aucune famille ne règle le problème de foyer. C'est le couple qui règle ces problèmes. Et si tu as décidé de te marier, tu dois savoir que c'est une responsabilité. Et le mariage est un lieu de sanctification. Tu y viens pour apprendre à grandir. Tu y viens pour apprendre à devenir calme si tu ne l'étais pas. Tu y viens pour apprendre à devenir humble si tu ne l'étais pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite avant de venir. Mais quand tu entres dedans, avec l'appui de ton mari, tu peux devenir cette personne. D'accord. Alors, Christophe Agon, vous patientez. On va prendre un autre téléspectateur dans la toute dernière vague et on revient sur le plateau. Téléspectateur, bonjour. Si on a quelqu'un bien entendu. Sinon, je vous amenais Christophe Agon sur le chantier de ces femmes qui qui amènent leur... Allô? Alors, téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Ahab. Merci de vous présenter. Obaski Roaga, on m'appelle. Mathieu? Obaski Roaga. Ah, Obaski, bonjour. Bonjour Ahab, bonjour Johan, bonjour Plateau. Voilà, on vous écoute. D'accord. La bonne épouse. Oui. Le mariage, pour moi, c'est comme une société anonyme. L'homme est président du conseil d'administration et donne les grandes orientations du couple. La femme est directrice générale, applique les orientations. Pour moi, la bonne femme, c'est celle qui respecte les grandes orientations données par l'homme et qui joue le rôle de conseiller avec politesse et douceur. D'accord. Quand on sort de là, pour moi, c'est plus utile. On n'est plus bonne épouse. Et il ne faut pas oublier que le second volet de la chose, c'est une femme qui sait se taire, qui sait parler à son mari, est une bénédiction pour son homme. D'accord.
Merci beaucoup et très bonne journée. Obaski Wandia, merci beaucoup. Merci. D'accord. Allez, je reviens vers vous. Avons-nous un autre téléspectateur en ligne? Oui, allô? Merci de vous présenter. On m'appelle M. Ayou. Ayou Dassan. Ayou Dassan. D'accord. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, Kadjaou. D'accord, on vous écoute sur le sujet. En fait, par rapport à une bonne épouse, qu'est-ce qu'une bonne épouse? Le tout se résout à l'amour que on a pour son alter ego. D'accord. On s'aime soi-même et on aime celui qu'on a devant soi. Parce que lorsque votre mari s'énerve, par exemple, lorsqu'il fait des choses qui ne vous plaisent pas, lorsque vous l'aimez effectivement, vous le ramenez, vous le calmez et puis vous lui faites comprendre aisément ce qu'il a fait de mauvais. Quand on dit la femme doit être propre, la femme doit être ceci, mais si la femme s'aime elle-même, oui. elle doit comprendre tout ça. Elle doit comprendre tout ça et ça se fait aisément. Et les éducations que nous avons aujourd'hui, que nos mamans, excusez-moi, les mamans donnent à leurs filles, c'est ça qui fait surtout que il ne peut pas avoir de bonnes épouses. Ça devient de plus en plus rare. Les bonnes épouses deviennent, de plus en plus rares. Quelle marque d'éducation on donne aux femmes aujourd'hui pour qu'elles ne soient pas bonnes? Il faut lui apprendre à aimer, à s'aimer et à aimer tout son entourage. C'est ça. Parce que tout ce que nous disons, ça se résout à ça. Lorsque vous n'aimez pas vous prenez celui qui est devant vous comme un ange. Et si vous le prenez comme un ange, mais tout ce que le diable viendra foutre là-dedans, vous maîtrisez ça. C'est valable pour l'homme aussi, hein. C'est valable pour l'homme. La femme n'est pas bonne épouse sans son homme. Mais si, à la première difficulté, quelqu'un vous donne de l'argent là-bas et vous couchez, mais ça pose tout, ça met tout en l'air. Même si vous avez reçu une éducation de votre petite famille et que vous venez, on dit souvent, c'est une autre éducation. Être dans un ménage, c'est une autre éducation. Vous apprenez à aimer et ça se passe facilement. Parfois, c'est difficile parce que vous avez reçu une autre éducation de votre petite famille. Ça se passe facilement lorsque vous comprenez que vous aimez votre alter ego. Vous aimez et vous aimez celui qui est devant vous. Monsieur Ayou, merci beaucoup. On vous a compris ce matin. Oui. On va vous espérer le vendredi prochain. Merci beaucoup. Allez, vous êtes le tout dernier intervenant. On revient sur le plateau. Je sais qu'ils sont nombreux à se bousculer, mais on a l'impératif du temps. Alors, Christophe Agon, je vous mettais sur la piste, je dirais, de celles-là qui ont l'habitude de déplacer leurs problèmes de ménage à l'extérieur, même au-delà de la belle famille. Hein. Vous voyez, surtout ça se ressent dans certains couples où la femme a un peu plus de moyens que l'homme a de manque. Vous entendez rapidement que d'ailleurs, même c'est moi qui fais tout dans la maison, ainsi de suite. Vous voyez un peu, et ça choque l'ego de l'homme. Ça choque l'ego de l'homme. Le d'égoïsme, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et beaucoup de femmes, en réalité, Donc, je vais surfer sur ce que mon alter ego a dit tout à l'heure par rapport à qui. Parce que lorsque la femme vient dans un foyer, vous voyez un peu, lorsque l'homme, par exemple, ça c'est un exemple que je prends, si vous épousez un divorcé, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu compliqué. Un homme divorcé. La femme qui épouse un homme divorcé, voilà, doit pouvoir se comporter autrement, accepter les caprices de cet homme-là, parce qu'il aura tendance d'abord à voir en cette femme-là, celle qui est partie, voilà. D'accord, donc c'est petitement qu'il va ressentir ce changement-là. Et c'est pas facile aussi au niveau des femmes. La femme, tout de suite peut te dire, ah non, c'est pas moi qui ai fait partie de l'autre, il faut pas. Vous voyez un peu, donc voilà, un peu on a tendance à comparer, ainsi de suite. Parce que je disais tantôt que les hommes ont tellement de caprices que seule la femme qui, en réalité, veut redonner le blason de femme doit d'abord être mère. Quand je dis mère, c'est pas mère des enfants, c'est plutôt mère de l'homme. C'est ça en réalité, c'est-à-dire faire l'effort pour être à la place de sa belle-mère. Donc elle doit pouvoir ressentir à des moments donnés ce que le mari fait comme
un enfant, ça dit comme Caprice, un enfant. Oui, parce qu'elle-même, la maman appelle son mari papa, voilà, et que papa aussi, le mari a l'habitude de l'appeler maman. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que dans 70% des cas de divorce, il y a toujours un regret derrière. Oui. Encore qu'à l'intérieur de la chambre, on vous appelle bébé. On vous appelle bébé. C'est vous qui savez ça. Rassurez. Et comme ça, on vous appelle. Alors, le terrain sur lequel je vais vous amener, n'est-ce pas, c'est en quelque sorte des petits conseils à se donner soi-même, puisque c'est l'intérêt également du débat, que les gens puissent tirer les leçons qu'il faut. Quels sont les conseils que vous avez à donner à la nouvelle génération? On a de ces jeunes filles, n'est-ce pas, qui s'apprêtent à aller dans les ménages, même si elles sont méfiantes, parce qu'on dit aujourd'hui qu'on veut plus se marier. Alors, comment faire pour devenir une bonne épouse? Quel conseil vous avez à donner? D'accord, je dirais d'abord que il faut se marier. Il est bon de se marier. D'accord. Il est très très beau de se marier. Oui, on dit que se marier, c'est s'ouvrir la porte de l'enfer. Hein? Non. Donc ceux qui disent ça ont menti. Quand vous choisissez la bonne personne, quand vous choisissez, même si c'est la mauvaise personne, et que vous arrivez à l'amener de son état de mauvaise personne en une bonne personne, vous serez... C'est un peu la lecture de Madame de Sauvy, hein, c'est-à-dire que c'est l'homme qui fait la bonne épouse. Vous serez heureux. Donc, pour être une bonne épouse, je dis, instaurez la communication dans votre couple. Quand vous communiquez correctement avec votre mari, vous savez ce qu'il veut. Vous savez comment vous allez faire pour être ce qu'il veut. Parce que vous venez dans le foyer pour être ce que l'homme veut. Et là, l'homme vous prend aussi dans le foyer pour être ce que vous voulez. Mais il y a de ces femmes qui sont trop timides. Je dirais pas calmes, parce que Malik avait parlé de femmes calmes, mais il y a de ces femmes qui sont timides et très taciturnes, qui ne veulent même pas parler, que ça fait que même dans le ménage, la communication devient très difficile. C'est-à-dire, elle est là, elle s'exécute, elle fait tout, mais elle ne parle presque jamais. Marie engage la communication, ça devient un peu trop morne, trop nonchalant et autre. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va poser problème? C'est pour cela qu'on a dit, c'est l'homme qui fait la femme. Si votre femme est calme, en toute chose, il faut renforcer les capacités de la femme. Il faut renforcer. S'il faut l'emmener au show tout le temps, emmenez-la au show. C'est ça. S'il faut... Aller au show, là, c'est quoi exactement? Aller au show. On peut même aller au show à la maison. Je mets la musique et je dis, aujourd'hui, là, tout le monde danse. D'accord. Et tout le monde danse vraiment. Moi, mon mari n'aime pas danser. Mais quand ça m'arrive là, et que les enfants s'y mettent, je dis, everybody, tout le monde va danser. Aujourd'hui, là, on va rire. Papa, toi, tu vas danser. Il est obligé de faire quelque chose. D'accord, mais il va le faire quand même. Donc, c'est chercher au fait le hic de la personne et l'emmener à s'extérioriser dans ça. Donc, et je disais, être une bonne épouse, c'est communiquer avec l'homme, faire ce qu'il veut et l'emmener à faire ce que tu veux, mais ne pas être autoritaire. Donc dans la douceur. Malik, c'est avec vous que je vais terminer. Donc je vais donner la parole à Madame Joanne Kenom. Quel conseil vous avez à donner à la nouvelle génération, même si la vôtre n'est pas aussi vieille que ça, mais il y a de l'expérience à votre niveau. D'ailleurs, vous êtes coach spécialiste des questions de couple. Quel conseil vous avez à donner? Alors, comme je l'ai dit à l'entame, mariez-vous autour d'un projet bien précis. Ne vous mariez pas pour la forme, pour les beaux yeux des gens. Mariez-vous autour d'un projet. Cela suppose plutôt que ce projet comporte tout ce qu'il vous faut pour rester ensemble le plus longtemps possible. La communication, l'amour, l'humilité, tout ce dont nous avons parlé sur ce plateau fait partie intégrante en réalité du projet de couple. Et en plus de cela, vos projets de vie personnels. Donc, si vous avez un projet de couple bien puissant, vous allez pouvoir vous en sortir. Et si vous ne savez pas comment le faire, cherchez des personnes ressources qui peuvent vous aider
à rédiger un bon projet de couple ou à travailler à un bon projet de couple avant de vous mettre dans le mariage. Oui, Christophe, votre mot de conclusion sur ce voilà. thème. Tout à l'heure, vous avez parlé de la femme timide. Oui. Et je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce qu'en réalité, pour moi, la femme est timide pour les autres. Si vous reconnaissez que votre femme est timide, ça veut dire que vous ne la connaissez pas. Vous voyez un peu. Parce que là, les femmes que vous dites timides, c'est celles-là qui parlent beaucoup même dans le foyer. Lorsqu'elles sont fâchées, elles vous sortent des choses, vous dites, mais elle gardait Oui, mais pourquoi elle doit attendre être fâchée? Pourquoi elle doit attendre être fâchée d'abord? Parce que parfois, elle est tellement timide, n'est-ce pas, qu'elle encaisse des choses que l'homme n'arrive pas à comprendre. Et donc, c'est peut-être à la suite de l'accumulation de bien de frustration qu'elle arrive à aboutir à la c'est parce que vous n'avez pas encore pu percevoir le côté qu'il faut pour pouvoir la sortir. C'est sur quoi il faut appuyer pour l'activer. Voilà. D'accord. Parce que moi, j'ai cru quand même, mon épouse, elle est timide, et j'ai cru quand même que voilà, une femme qui ne parle pas, ainsi de suite, mais quand ça chauffe, mais elle me sort des choses, je dis, mais c'est tiens. Alors qu'à l'égard de tous mes amis, ainsi de suite, on dit, non, c'est la femme idéale. Écoutez, il a une très très bonne femme, elle est très timide, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, à des moments donnés, c'est que quand elle se fâche, elle fait tout ça. Donc je dis, les hommes qui disent que leur femme est timide, c'est plutôt, ils ne savent pas le bouton qu'il faut appuyer en réalité. Vous avez découvert finalement. Voilà. Bon, c'est la chute de Madame Joanne qui vous intéresse. Ça m'a vraiment plu. Et je vais aborder dans le même sens pour dire que être une bonne femme, c'est pas facile, c'est pas non plus compliqué. Il faudra aussi que nous les hommes, nous essayions quand même de conjuguer nos efforts pour sortir ce que nous voulons chez nos femmes. Parce que ce n'est pas facile. Peut-être que vous êtes connu à 33 ans, l'homme à 35 ans. Oui. Ça veut dire qu'elle a 33 ans d'éducation, 35 ans d'éducation. Se mettre ensemble rapidement et sortir le meilleur. Parce que ce n'est pas facile de s'accepter comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans le foyer et que la femme doit être. Il faut aller à l'école de son mari. D'accord. Aller à l'école de son mari suppose quoi? Je donne un exemple bête, je dis n'importe quoi. J'ai entendu un oncle dire une fois que si tu veux être la bonne épouse, fais en sorte que parmi 100 femmes, si ton mari peut passer, manger chez les 99, soit la 100e femme chez qui il dort toujours 365 jours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, ça veut dire que tu as un secret, tu as une valeur, tu as une spécialité. Et votre voisine de gauche en a suffisamment. En tout cas. Et donc, pour moi, pour terminer, parce qu'il faut peut-être conclure, je profite pour conclure, pour dire qu'il y a des femmes aujourd'hui également qui sont sur le net. Faites très attention. Il y a des coachs, il y a également des coachs. Il y en a qui diffusent. Il y a coach dans coach. Il y en a qui diffusent sur TikTok, dit si un homme n'a pas d'attention pour toi, zappe-le, va au prochain. Faites attention à tout ce qui passe sur le net. Parce que c'est un peu comme si tu quittes un quartier parce qu'il pleut et que tu t'en vas dans un autre pensant que il ne va pas pleuvoir. Il ne va pas pleuvoir de l'autre côté. Merci beaucoup, Malik Djibril. Allez, il y a bien d'autres personnes à remercier, ceux-là qui ont contribué au débat, mais le temps est vite passé, même si on ne peut pas lire la contribution de tout le monde. Ça me permet donc de dire merci à El Hadji Djibril Malerosu Di Gekpon, n'est-ce pas, dans le groupe Zongo du Bénin, les Zongo du Bénin, qui nous apporte sa contribution pratiquement tous les vendredis. Il est intéressé par le sujet et donc on dit merci à tous les autres membres du groupe les Zongo du Bénin, eux là qui ont une certaine expérience et une certaine lecture des sujets faits de société. On va dire également merci à El Hadji Traoré Djiwa, imam de la mosquée centrale de Maria Gleta, qui réagit d'ordinaire face à nos différents sujets. Nous leur disons merci. À tous ceux qui ont appelé ce matin, Papa 3P depuis Sinandé, Monsieur Herman Metton, à Madame Dosouvi qui nous a appelé ce matin, c'est la seule voix féminine que nous avons eue ce matin au bout du fil, Monsieur Obaski Waga, et puis Monsieur Ayou qui nous a appelé depuis Cotonou, c'est dans la zone de Kadjerou. Allez, Christophe Agon, merci beaucoup. Djibril, merci beaucoup. Madame Priska. Merci beaucoup, Madame. La danseuse. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à midi, prenez le rendez-vous pour la rediffusion de ce numéro et dans la soirée autour de 23h45. Allez, portez-vous bien.